Bien le bonjour les amis, c'est Oz et vous êtes sur Oz Comics et nous y voilà enfin à la phase 2 de mon propre DCEU. Voilà, vous connaissez le truc, hein, j'ai déjà fait la phase 1. En très gros, l'idée c'est je m'amuse à exposer des idées de films, des petites idées de scénario afin d'essayer de construire un DCEU de fans, fait par des fans, pour des fans et qui soit un peu plus cohérent et crédible que ce qu'on a au cinéma en ce moment. Voilà. Alors, j'ai donc déjà fait la phase 1 et cette vidéo a pas mal marché, je vous en remercie. Et puis vous avez été nombreux à commenter et il y a eu des commentaires très constructifs qui m'ont aidé un petit peu à peaufiner certains détails. Je vous invite, si vous aimez cette chronique de Je refais le DCU, si vous aimez ça, je vous invite à lire les commentaires, tous les commentaires qu'il y a sur la vidéo précédente, la phase 1, parce que il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont aidé à affiner des détails et à rendre le truc encore plus crédible que j'ai essayé moi de le rendre, donc un grand merci. C'est un travail de groupe, je tiens à le préciser, c'est un travail de groupe. Donc vous allez faire pareil dans cette vidéo, vous allez me dire quelles seraient vos idées, vous allez également me dire s'il y a des incohérences dans ce que j'ai écrit, parce que moi personnellement quand j'écris, il y a des choses dont je me rends pas compte, parce que je suis tout seul, j'ai pas de regard extérieur pour me dire attention, ça peut pas aller avec ça, tu vois. Donc vous serez sur regard extérieur, donc venez dans les commentaires pour m'expliquer s'il y a des incohérences, des trucs que moi j'aurais pas vu à l'écriture. Cette phase 2 a demandé un peu plus de travail que la phase 1 parce que il y a la phase 1 justement à prendre en compte. Donc du coup on a beaucoup moins de liberté, c'est pas les débuts, c'est pas les origines. On a beaucoup moins de liberté, on est obligé de faire avec les contraintes de ce qui a déjà été exposé dans la phase 1, voilà. Et on commence avec Superman 2. Je m'ouvre une bière, hein, vous connaissez la tradition. L'alcool est à consommer avec modération et je tiens à rappeler que mes vidéos ne sont pas à la base prévues pour des enfants. Voilà. Alors, Superman 2. On y va parce qu'il y a du boulot. Vous allez voir que pour certains films, j'ai été incroyablement inspiré. Alors, début du film. Superman aide à la reconstruction des villes après l'attaque Atlante, aidé par Wonder Woman, par Batman, par Aquaman, ainsi que des fonds de Bruce Wayne et de LexCorp. LexCorp donc, puisque Lex Luthor espère ainsi éviter la prison depuis l'accident du parasite. On se rappelle que dans Superman 1, le parasite s'était évadé des laboratoires LexCorp, et donc pour faire bonne figure, Lex Luthor il finance la reconstruction des villes attaquées par les Atlantes dans Justice League Trinity à la fin de la phase 1, aidé également par donc les fonds financiers de Bruce Wayne, et donc les travaux manuels de Superman, Batman et d'Aquaman. Clark est donc très occupé, et on peut voir les premiers signes d'ennui et de lassitude de Lana, qui a le mal de la grande ville, c'est-à-dire que Metropolis c'est peut-être pas fait pour elle, elle s'en rend compte, et puis Clark il est jamais à la maison, il est toujours pris par son boulot de Superman, donc c'est très compliqué pour elle, elle est toute seule dans l'appartement et elle trouve le temps long. Son Kansas lui manque. Clark décroche un travail au Daily Planet, journal local, et même national on pourrait dire. Il rencontre Jimmy Olsen, il rencontre Perry White et il rencontre Lois Lane, qui devient son nouveau binôme. Et donc Lois Lane, elle appelle son nouveau collègue, elle l'appelle Smallville. Pendant ce temps-là, on voit quand même Superman qui fait son travail à travers le monde. Donc on le voit sauver des familles d'ouragans en Asie du Sud. On le voit transporter des tonnes de vivres et d'eau dans des villages reculés en Somalie. Et un jour, il empêche un général du Kandak, qui est un pays du Moyen-Orient, de faire feu sur une partie de la population qui est en train de manifester. Ce jour-là, Superman détruit une partie non négligeable du matériel de guerre du Kandak. À partir de cette action, se pose toute la problématique de qui est Superman et comment doit-il agir politiquement à travers le monde. Le Kandak est un pays dont le gouvernement accepte la mainmise des États-Unis sur son réseau pétrolier si ce dernier ferme les yeux sur les exactions de son dictateur. Voilà. Donc en très gros, on a un pays pauvre, entre guillemets, du Moyen-Orient, un pays pétrolier comme beaucoup de pays au Moyen-Orient, et les États-Unis ont la mainmise sur tout le réseau pétrolifère du pays, toutes les ressources pétrolifères du pays. Les États-Unis ont la mainmise dessus parce que le gouvernement qui est mis en place là-bas au Kandak, il est allié avec les États-Unis. Et en très gros, vous prenez tout le pétrole que vous voulez, mais vous nous laissez gérer notre pays.
Et le problème, c'est que le gouvernement du Kandak, c'est un gouvernement tyrannique. Ce sont des dictateurs. Enfin, c'est un dictateur qui n'hésite pas à employer la force militaire sur son peuple lorsque celui-ci se soulève. Et c'est ce qui se passe. Et ce jour-là, Superman intervient pour empêcher des militaires de tirer dans la foule. Donc du coup, ça va foutre la merde, cette action. Parce que Superman, il va être convoqué devant les Nations Unies par le gouvernement américain pour répondre de ses actions. En quel honneur tu vas dans un pays étranger détruire des tanks, empêcher des soldats d'agir, enfin voilà, en quel honneur tu vas là-bas, surtout au Kandak, c'est un de nos alliés. Et donc Superman est sommé de payer les réparations qu'il a faites sur l'armement du Kandak, ou alors de purger une peine de prison exemplaire au Kandak et non pas aux États-Unis. Et bien Superman il refuse. Il est aux Nations Unies, il est sommé de payer les réparations ou donc d'aller purger une peine exemplaire de prison. Et bien il refuse, car il estime que ses actions doivent passer au-dessus de tout enjeu politique. Lorsque des innocents sont en danger, il est déclaré donc illégal sur le sol américain puisqu'il refuse de coopérer avec le gouvernement américain. Mais Superman affirme qu'il en a cure et continuera d'agir dans l'intérêt du peuple et non d'un gouvernement. Voilà, le Superman que j'aime. Ça vous plaît pas ce que je fais? J'en ai rien à foutre, je le ferai quand même. Parce que je fais le mien. Voilà. Je veux ce Superman-là, autoritaire, ferme. Aucun gouvernement ne se mettra en travers de sa route. Lex Luthor est approché par la CIA. S'il souhaite éviter la prison à la suite de l'accident du Parasite, parce qu'il est quand même responsable de cet accident, il doit coopérer avec le gouvernement américain et trouver un moyen d'arrêter Superman. Seulement, Superman rencontrant un avis favorable du peuple, tout cela doit se faire sans que le gouvernement ne soit directement lié à sa disparition. C'est-à-dire qu'il faut mettre Superman hors d'état de nuire. C'est une volonté ferme du gouvernement américain qui utilise Lex Luthor, mais il ne faut pas que ça se sache, parce que le peuple aime Superman. Donc le gouvernement, il ne faut pas qu'il se salisse les mains. D'importants fonds sont débloqués pour Luthor, qui ferme officiellement sa division recherche et développement militaire à LexCorp, les laboratoires d'où s'est échappé le parasite. Donc ça, Lex Luthor le ferme pour faire amende honorable et pour que les gens se disent « Oh bah c'est un gars bien, tu vois, il s'en veut, machin, il mérite peut-être pas la prison. » Voilà. Sauf que, en contrepartie, et en secret avec l'appui du gouvernement, il fonde Star Labs, qui reprendra toutes les recherches et expériences de LexCorp. Donc en très gros, il continue ses travaux. C'est juste qu'il a fermé officiellement LexCorp, mais il continue en sous-main avec Star Labs, nouveaux laboratoires, nouveaux locaux. Et en fait, il confie la direction de Star Labs à un pecno. Voilà. À un mec, comment on appelle ça, un fusible. C'est-à-dire que si ça doit péter, c'est ce mec-là qui sautera. Et non pas Lex. Lex, il se couvre. Et lui-même est couvert par le gouvernement américain qui l'utilise. L'armée américaine, menée par le général Sam Lane, père de Lois Lane, ratisse la zone de Smallville en long, en large depuis l'attaque du parasite. Il recherche des indices, des trucs. Enfin voilà, il s'est passé un truc de fou là-bas parce qu'il y a eu le parasite qui s'est battu avec Superman avant que Superman ne soit Superman officiellement. Donc le gouvernement américain et l'armée, ils sont pas cons, ils savent très bien qu'il y a peut-être des choses à trouver là-bas à Smallville. Donc toute la zone de Smallville est ratissée. Et qu'est-ce qu'ils trouvent, l'armée? Enfin, qu'est-ce qu'elle trouve, l'armée? Elle trouve un fragment d'une pierre verte inconnue dans un champ aux environs de Smallville. Ce fragment émet d'importantes radiations, mais s'avère inoffensif pour l'homme. En fait, ce qui s'est passé dans Superman 1, phase 1, lorsque Krypton explose et que le vaisseau avec Kal-El à son bord, le bébé Kal-El, fuit, il faudrait rajouter une scène où tu vois un fragment de la planète qui vient s'encastrer dans le vaisseau et qui y reste, tu vois. Parce que c'est ça l'idée en fait. C'est que durant l'explosion de Krypton, il y a un morceau de la planète, une pierre, un morceau de pierre, qui est venu, qui s'est littéralement incrusté dans le métal ultra résistant du vaisseau. Et puis forcément, lorsque le vaisseau avec le bébé à son bord est arrivé sur Terre et s'est craché dans le champ de maïs, le fragment de pierre, qui est donc devenu de la kryptonite, s'est détaché et a atterri un peu plus loin. Et donc ce fragment de pierre, il est retrouvé des années plus tard par l'armée américaine, notamment Sam Lane. Donc forcément, ce fragment est emmené
à Star Labs où il est étudié et il s'avère que c'est un minerai qui est inconnu sur la Terre. Donc, conclusion, un minerai extraterrestre qui est forcément lié à Superman. Je vous rappelle que dans le film Justice League Trinity, au tout début, Superman est déclaré aux yeux du monde. Donc les gens savent qu'il vient de Krypton, etc., etc. Donc le lien est fait entre Superman et ce fragment qui semble d'origine extraterrestre. Donc il est étudié à Star Labs. Pour égaler Superman, Lex Luthor met au point un robot de métal dont le but sera d'intercepter Superman dès que ce dernier refera surface sur le sol américain malgré les interdictions de la Maison Blanche. C'est-à-dire que là, Superman il est déclaré illégal aux États-Unis puisqu'il a décidé, il n'a pas voulu coopérer. Et donc du coup, dès qu'il réapparaîtra, eh bien, Luthor enverra Metallo afin d'arrêter Superman. Puisque, vous l'avez compris, ce robot il s'appelle Metallo. La pierre s'avérant probablement très radioactive et néfaste pour un kryptonien, il ne sait pas Luthor, il n'a jamais fait le test sur un kryptonien, mais il pense que c'est le cas, et ben il va décider de la greffer sur le robot en guise de cœur. Metallo est né. Donc on a le robot Metallo avec son cœur de kryptonite. Et Luthor il fait tailler la pierre, et avec un petit éclat qui va rester de cette pierre, il va s'en faire une bague. Et j'ai oublié de préciser que le robot était conçu à partir du corps d'un soldat grièvement blessé lors de l'attaque du parasite à Smallville, soldat de l'armée américaine forcément, qui s'appelle John Corben. Alors Metallo, il attire Superman à Metropolis en faisant exploser le Sénat. Le but est de faire d'une pierre deux coups, faire accuser Superman pour le discréditer aux yeux du peuple et l'attirer dans le piège. Étant donné que Superman a été condamné par le Sénat, qui fait exploser le Sénat dans la foulée, tu vois. Donc il y a des gens du peuple qui vont se dire, bah, Superman, il est peut-être pas si bien que ça finalement. Donc voilà. Et donc, forcément, Metallo fait ça donc, pour faire accuser Superman de l'explosion du Sénat, mais également pour le capturer. Metallo emmène Superman loin de la ville et du regard des gens, en pleine forêt, en pleine campagne. Et là, grâce à la kryptonite, il parvient à affaiblir Superman et à le maîtriser. Sup inconscient est enfermé dans les sous-sols de Star Labs, dans le secret d'état le plus total. Il y est maintenu dans un état végétatif grâce à une faible quantité de kryptonite retenue sur une chaise, pieds et mains liés. Luthor ordonne de faire des expériences et prélève des tissus et des cellules directement sur la peau de Superman grâce aux effets de la kryptonite qui permettent justement le prélèvement sur la peau. Loin du soleil, Superman perd en énergie vitale de jour en jour, sa vie est menacée, le compte à rebours commence. Lois Lane, qui constate que Superman a disparu depuis l'explosion du Sénat qu'il est censé avoir perpétré selon les médias étatiques, c'est-à-dire que là on a toute une partie des médias qui appartiennent officieusement à l'État américain, au gouvernement. C'est que ça marche comme ça aussi en France, hein. Il y a des journaux qui sont financés directement par le gouvernement. C'est que ça marche comme ça. Donc là c'est le cas, et donc forcément les médias ils vont te tourner le truc en te disant que c'est bien bel et bien Superman qui est à l'origine de l'explosion du Sénat pour se venger de sa condamnation. Donc on va essayer de monter le peuple américain contre Superman. Et Lois Lane elle se rend compte que déjà d'une que Superman est disparu et que Clark Kent ne vient plus travailler. Lois Lane elle n'est pas con, hein. Elle a Clark Kent sous les yeux tous les jours, et du coup il y a une idée qui commence à naître dans sa tête. D'autant plus que Lana Lang, la petite copine de Clark, elle va contacter Lois Lane, sa collègue de travail, afin de savoir si elle a des informations sur la disparition de son bien-aimé. Donc Lois Lane, elle est pragmatique, elle fait le lien, Clark Kent égale Superman. Et puis dans un moment de faiblesse, Lana, elle lui avoue la vérité, elle lui dit oui, effectivement, c'est bel et bien lui, et Lois commence à mener une investigation. Son père, Sam Lane, général des armées, en saura probablement plus. Elle fait le lien entre la disparition de Superman et l'armée. Le problème, c'est que son père lui en dit pas plus que ça, et du coup, il se mure dans le silence, un secret professionnel oblige. Mais elle est pas con, elle comprend qu'il y a un truc qui se trame à ce niveau-là. Lana, quant à elle, elle fait croire à Perry White que Clark il a une maladie assez grave, et du coup, c'est pour ça qu'il vient plus bosser. Voilà, elle trouve des excuses. Lois Lane décide de publier, avec l'aval de Perry White, un article choc. Where is Superman? Le but, attirer l'attention des autres membres de la Ligue sur la disparition soudaine de Superman.
C'est-à-dire que Lois, elle sait que Arthur Curry ou Wonder Woman ou encore même Batman peuvent l'aider à retrouver Superman, mais comment tu les contactes ces gens-là? C'est encore pire que des stars du rock, hein, ils sont pas accessibles comme ça. Donc du coup, elle publie un article. Où est Superman? Superman est en danger. Point d'interrogation. Le problème, c'est qu'Arthur, il donne pas signe de vie. Il est retenu en Atlantide pour des affaires beaucoup plus importantes. On le verra dans la suite de cette phase 2. Wonder Woman, elle est partie en Grèce, à Témiskyra, puisque sa mère, Hippolyte, l'a convoquée. Et donc, il reste plus que Batman. Et Batman, il répond à l'appel. Alors, il se rend à Metropolis. Il écoute les témoignages de Lana Lang et de Lois Lane. Et il mène l'enquête. Et cette enquête, elle le conduit au centre-ville, là où Superman a été aperçu pour la dernière fois, juste après l'explosion du Sénat. Il s'est battu vite fait avec Metallo avant que Metallo l'emmène dans la forêt. Enfin, dans la campagne, ce que vous voulez, on s'en fout. Et Superman, malgré le fait qu'il était affaibli par le cœur de kryptonite de Metallo, il a réussi à mettre une droite à Metallo. Il y a une partie de métal qui a volé sur le côté de la route, un truc infime, un truc minuscule. Mais Batman, avec sa vision détective, comme dans les jeux Batman Arkham, il arrive à trouver cette pièce de métal. Donc il la récupère, il va l'analyser dans sa Batcave. Et puis, c'est Batman, meilleur détective du monde. Et il va très vite comprendre que ce métal qu'il ne connaît pas lui, alors que c'est quand même le mec, patron de Wayne Enterprise, le mec a des milliards de dollars, etc. Il est à la pointe de la technologie, et cette pièce de métal, il voit très bien qu'il l'a jamais vue. Un métal ultra résistant, nouvelle génération. Donc il fait tout de suite le lien. Batman, il est pas con. Hein. Il sait que forcément l'armée est dans le coup. En tout cas, le gouvernement américain est dans le coup. Bref, Batman mène l'investigation pour retrouver son ami Superman. Et puis Batman, il va être donc forcément arrivé à Star Labs. Il va s'infiltrer à Star Labs de nuit, il va déjouer toute la sécurité. Donc là, on peut se faire une petite séquence prédateur façon Batman Arkham, les jeux, tu vois. Ah, faut se faire plaisir. Hein. Et il va trouver Superman et il va le libérer. Le problème, c'est que Metallo intervient. Et Batman est mis hors d'état de nuire parce qu'il ne fait pas le poids contre Metallo. Mais Batman, il parvient dans le combat à arracher le cœur de kryptonite de Metallo et à l'envoyer valser à l'autre bout de la pièce. Superman, lui, il fait pareil avec le petit bout de kryptonite qui maintenait Superman dans un état à la limite de l'inconscience. Donc du coup, Superman, il retrouve une partie de ses forces, il arrive à se libérer, et il commence le combat final contre Metallo. Donc forcément, combat dans les locaux de Star Labs, t'as tout qui part en vrille, t'as tout qui explose, machin et tout. Et puis Superman, pour se régénérer, il monte dans l'espace, et il va vers le soleil, pour retrouver la pleine possession de ses forces. Et après, il redescend, botter le cul à Metallo. Et là, Metallo qui n'a plus son cœur de kryptonite, il peut plus rien faire. Là, clairement, il se fait exploser la tête. Voilà, donc le combat est gagné pour Superman. Batman a disparu. Batman qui était inconscient, mis au sol par Metallo, il a disparu pendant le combat. Et il a emporté avec lui le cœur de kryptonite. Pas fou, Batman. À la fin du film, Superman fait un discours poignant lors de la finale du Super Bowl. Là où son message ne pourra pas être détourné et son image manipulée par l'appareil médiatique du gouvernement. Il n'est pas con, Superman. Il ne va pas donner une interview à la télé. Il va carrément au Super Bowl parce qu'il sait que c'est suivi par des millions de spectateurs, de téléspectateurs. Il sait qu'il y a plusieurs caméras issues de plusieurs pays qui le filment. Donc du coup, c'est plus possible pour le gouvernement de manipuler les images. Et là, Superman, il livre son plus beau témoignage. Comme quoi, bon voilà, vous connaissez les bails, hein. Comme quoi il est là pour faire le bien, qu'il a été victime d'un coup monté, etc., etc., et que quoi qu'il arrive, il abandonnera jamais personne. Et c'est pour ça qu'il continue à combattre. Le message, les violons, la musique épique de Hans Zimmer et compagnie. Ou de James Newton Howard pour le coup. Et dernière image du film, Lex Luthor dans son canapé en cuir, ça j'y tiens quand même, avec son verre de bourbon et ses glaçons, son cigare qui est en train de fumer dans le cendrier sur le côté, qui regarde l'interview de Superman, qui boit son verre, qui le repose, il sourit. Fin du film, générique. Lex Luthor qui est protégé par le gouvernement. Et en plus de ça, c'est pas lui officiellement qui détient Star Labs. Donc du coup, le mec, il est tranquille. C'est ce Lex Luthor que je veux. C'est le mec qui, quoi qu'il arrive, il s'en fout, il est toujours sous couverture. Rien ne peut lui arriver. Voilà. Pour le film Superman. Vous avez remarqué que Batman a une place non négligeable dans ce film. Alors je suis pas du tout
vous le savez, vous me connaissez, je n'aime pas du tout les histoires dans lesquelles Batman sauve Superman. Parce que pour moi, Superman, il est plus fort que Batman et il n'a pas besoin de Batman pour le sauver. Le problème, c'est que là, ce film, Superman 2, marque l'introduction dans l'univers partagé que je suis en train de mettre en place. Ce film marque l'introduction de la kryptonite. Et il faut bien qu'on se rende compte que la kryptonite, c'est pas n'importe quoi. Déjà, on va se rendre compte dans ce film qu'il n'y en a pas partout. Hein, c'est juste un petit bout comme ça. Voilà. C'est juste un petit bout de pierre comme ça. Il n'y a que ça sur la planète, donc c'est pas en grande quantité, heureusement pour Superman. Mais il faut bien se rendre compte que la kryptonite, c'est quand même quelque chose qui est très mauvaise pour Superman. Et donc, le seul moyen de se rendre compte, c'est de mettre Superman plus bactère. Là, quand il est soumis à la kryptonite, il est attaché à sa chaise, il ne peut plus rien faire, c'est une loque. Et donc, il faut bien quelqu'un pour venir le sauver. Batman. On est dans un univers partagé, il faut y aller clairement. Parlons donc de Batman, le film Batman 2 dans cette phase 2. Donc là, c'est pareil, je vous invite à regarder la phase 1 pour savoir ce qui se passait dans le premier film Batman. Ouverture du film. Une scène d'action qui pète la gueule dès l'ouverture du film, avant même le générique et le logo à l'écran. Scène d'ouverture où Batman met fin à une réunion de trafiquants d'armes à Gotham City, présidée par Falcone, Maroni, donc les deux mafieux les plus importants de l'univers Batman, on va dire, et le ventriloque Scarface, qui est un ennemi que j'ai envie de voir, même si c'est pour le voir 10 secondes, là dans cette scène, on le verra 10-15 secondes, au moins on le verra. Voilà. Générique de début, logo qui pète. Batman 2. Je sais pas comment t'appellerais le film, mais voilà. Un soir, alors qu'il est au restaurant avec Silver St. Claude, une autre de ses conquêtes, Bruce Wayne il se tape tout le monde, hein. Il se tape Dicky Vale dans le premier film, là il se tape Silver St. Claude, c'est Bruce Wayne. Il s'attache à personne. Bruce interrompt un jeune délinquant qui tente de dérober les roues de sa berline de luxe. On les imagine au restaurant, puis quand il sort du restaurant, malgré le fait qu'ils soient dans un restaurant ultra prestigieux, qu'il y ait des vigiles, qu'il y ait des, comment on appelle ça, des voituriers, ce genre de trucs, t'as quand même un gamin qui a réussi à s'infiltrer dans le parking et qui est en train d'enlever les roues de la berline de luxe de Bruce Wayne. Donc Bruce il l'arrête et il le reconnaît. Il s'agit du jeune orphelin de cirque Haley, Dick Grayson, qui depuis la mort de ses parents dans le film 1, a préféré fuir les mauvais traitements infligés à son égard par le directeur du cirque Haley. Et donc depuis qu'il a fui le cirque, ce jeune Dick Grayson, il vit dans les rues de Gotham comme un vagabond, comme un sans-abri. Bruce décide de lui offrir un toit pour les jours à venir, jusqu'à lui trouver une situation stable. Parce qu'il est comme ça, Bruce Wayne. Donc il l'emmène dans son manoir. Pendant ce temps-là, on voit Batman qui fait des choses du quotidien. Il arrête des trafiquants d'armes, ce genre de trucs, des trafiquants de drogue, enfin des choses de bas étage, on va dire. Et on voit qu'il travaille de concert avec James Gordon et Harvey Dent. Donc les trois se retrouvent sur les toits façon un long Halloween. Les trois se retrouvent sur le toit du commissariat au pied du Bat-Signal et puis ils échangent quoi. Ils mettent au point des plans d'action, ce genre de trucs. Et on voit Harvey Dent. Et il y a une petite séquence où on voit Harvey Dent qui est chez lui et on se concentre sur ses troubles de personnalité. Parce qu'on se rend compte que c'est quelqu'un qui a quand même des troubles de personnalité qui sont de plus en plus importants au fil du film. Bruce Wayne enquête dans sa Batcave sur le clown terroriste du cirque Haley, quelques temps plus tôt, dans la phase 1, celui qui a tué les Dick Grayson, et qui court toujours du coup, mais qui ne fait plus trop parler de lui en ce moment. Et Bruce Wayne enquête. Qui est ce clown? Et il trouve rien, il sait pas. Et pendant ce temps-là, un nouveau dingue fait irruption à Gotham, et là, moi si je vois ça en vrai, je veux dire dans un film, je serais le plus heureux du monde, le Riddler. Ce dernier piège un peu partout des dizaines d'habitants dans des ascenseurs, dans des parkings souterrains. Enfin voilà, le Riddler qui s'éclate. Et il piège des dizaines d'habitants un peu partout dans Gotham City et il les met à mort cruellement si ces derniers ne parviennent pas à déjouer ses pièges ou à répondre à ses énigmes tordues. Petite scène où Dick Grayson observe Alfred qui rentre dans la Batcave grâce à l'horloge. Vous savez, il y a une horloge pour rentrer dans la Batcave. Et en fait, il faut mettre les aiguilles sur 22h47, heure de la mort des Wayne. C'est comme ça qu'on rentre dans la Batcave. Et donc, tu as Dick Grayson qui est planqué comme ça dans les escaliers, ou façon le Batman Forever de Joel Schumacher. Et il voit Alfred qui rentre un soir dans la Batcave comme ça. Donc forcément, il mémorise le truc et tout. Et un autre jour, Dick Grayson, il arrive à rentrer dans la Batcave. Et là, il se rend compte que son mentor, Bruce Wayne, c'est
Batman. Donc Bruce Wayne, il va former Dick Grayson aux arts martiaux afin d'aider le jeune homme à canaliser sa haine, sa rage, sa soif de vengeance. Mais il va pas le former aux arts martiaux dans le but d'en faire son acolyte. C'est juste pour l'instant un entraînement qui va te permettre de gérer au mieux ta frustration. On a le procès d'Oswald Cobblepot, qui a été arrêté dans le premier film, Le Pingouin. Ce dernier, en plein procès, sort son parapluie et il projette de l'acide sur Harvey Dent, qui fait partie du procès, qui est au procès. Donc le procès est brutalement interrompu et tu as la moitié du visage d'Harvey Dent qui est en train de fondre, image choc, et donc forcément Harvey est conduit d'urgence à l'hôpital. Et Cobblepot est remis en détention provisoire. Batman trouve et coince le Riddler, donc ça c'est la fin du film, hein, aidé par le jeune Dick, non pas sur le terrain, c'est-à-dire que là Dick Grayson n'est pas encore Robin, il l'aide juste à résoudre les énigmes laissées par l'homme mystère dans la Batcave. Tu vois, ils sont tous les deux derrière le PC, comme dans le dessin animé de Bruce Timm. J'ai pas mal d'inspiration, le dessin animé en fait partie, et on imagine Batman qui est assis sur son siège derrière son PC dans la Batcave, avec la tenue, la cape, mais sans le masque, et le jeune Dick Grayson qui lui dit, qui aide à trouver les énigmes, enfin les réponses aux énigmes de Nigma. Et là, Bruce, il va se rendre compte que le gamin, il est pas con et qu'il a du potentiel, tu vois. Fin du film, toute dernière scène, avant le générique final. Bruce, qui ouvre le journal. Première page du journal, Where is Superman? Article de Lois Lane. Et ça fait le lien. Ça fait le lien et tu te rends compte que, en très gros, tu te rends compte que le film Batman 2, il se passe quasiment en même temps que ce qui se passe dans Superman 2. Et c'est à partir de là que Batman décide d'aller voir Lois Lane pour savoir ce qui se passe. Troisième film de cette phase 2. Alors celui-là... vous allez tout de suite comprendre l'inspiration. Mais je me suis amusé. Je me suis vraiment amusé en écrivant ça, les gars. Moi, je prends mon pied en écrivant des trucs comme ça. J'essaye de faire des trucs fidèles. Alors par contre, des fois, je suis obligé d'adapter certains trucs. Vous allez voir... Il se passe des choses dans mes histoires là qui, clairement, si c'était adapté au cinéma, pourraient m'attirer la haine des DC fanboys. Parce qu'il faut bien comprendre que ça, c'est un travail d'adaptation. Et que tu peux pas te permettre de reprendre tout exactement ce qui est fait dans les comics pour faire au cinéma parce que c'est un format de film. C'est pas une série télé. Je veux dire, c'est pas Amour, Gloire et Beauté. La série télé aux 40 saisons. Tu vois, donc tu peux pas faire tout ce qui est fait dans les comics. Il faut raccourcir des choses, il faut rusher sur certains plans. Et voilà. Donc j'essaye de faire vraiment ça au mieux et j'adore faire ça. J'adore essayer de réadapter des trucs, des mythes de DC Comics pour en faire des films crédibles et cohérents. Donc Wonder Woman 2, ça sera le troisième film de cette phase 2. Première scène du film, avant le générique. J'aime bien l'idée d'une scène avant même de voir le logo et le début du film. Le film s'ouvre sur un chalutier en Grèce, soumis au chant des sirènes. Les hommes se jettent à l'eau un par un, on est en pleine tempête, ils sont sur un petit chalutier là, t'as 4-5 hommes qui sont dans le navire, et tu les vois sauter un par un dans l'eau, attirés par le chant des sirènes, laissant le navire à l'abandon, et allant se noyer, ou alors aller se faire bouffer par les requins littéralement sous l'eau. Le scène il s'ouvre comme ça, scène choc, what the fuck. Générique de début. On retourne à Boston. Alors qu'elle flirte avec Steve Trevor, leur relation s'est concrétisée dans Justice League Trinity, donc le film Justice League de la phase 1, et qu'ils aident tous deux à la reconstruction des villes depuis l'attaque Atlante. Diana est convoquée d'urgence à Themyscira par un pigeon voyageur d'Hermès et une lettre de sa mère Hippolyte, la reine. Elle décide donc d'amener son compagnon Steve Trevor, ça y est, ils sont en couple officiellement, afin que ce dernier découvre l'histoire de Diana, mais également pour amorcer un début de relation entre les Amazones, qui vivent reclus sur leur île de Themyscira, et le monde des hommes. Alors en fait, c'est une première tentative d'établir un pont entre les deux mondes. Donc le voyage en Grèce de Steve Trevor et de Diana se fait de manière traditionnelle, avion, bateau. C'est-à-dire que vu qu'il y a Steve, elle ne va pas se permettre d'y aller, ils sont obligés de prendre le bateau, prendre l'avion, etc. Et sur le bateau, viennent à leurs oreilles des légendes locales concernant des Amazones qui attireraient des navires d'hommes et les feraient échouer.
Cette nouvelle surprend Diana, qui ne reconnaît pas du tout de la part de ses consoeurs de mauvaises intentions vis-à-vis du sexe opposé. Donc elle se dit, c'est pas les Amazones qui font ça, clairement. Mais bon, c'est une légende qui court parmi les humains. Donc les humains, ils savent pas trop ce qui se passe. Ils pensent juste qu'il y a des Amazones, parce qu'ils ont entendu cette histoire des Amazones, forcément. Et du coup, ils pensent que c'est les Amazones qui s'amusent à faire échouer des navires d'hommes. Généralement, c'est que des navires avec des hommes. Il n'y a jamais de femmes ou d'enfants dessus. C'est toujours des petits bateaux de pêche ou ce genre de trucs. Elle apprend également que des hommes, dans des villages reculés et isolés de la Grèce, disparaissent les uns après les autres. What the fuck. Donc là, elle se dit, c'est clairement pas les Amazones. Il y a anguille sous roche. Bref, une fois débarqués sur les côtes grecques, Diana et Steve louent un bateau de plaisance pour pouvoir se rendre incognito à Thémiskira. Voilà. Parce que seule elle connaît la route, seule elle sait comment arriver à Thémiskira, qui est censée être une île cachée. Donc petit bateau de plaisance, ils sont tous les deux dessus, un sloop, façon Sea of Thieves. Donc là, vous allez voir qu'il y a inspiration Sea of Thieves également, les petits gars. Ah, je me suis amusé. Durant la traversée, le couple est attaqué par un monstre marin. Scène impressionnante, le bateau qui est attiré dans un siphon, tu sais, un tourbillon. Il faut se dépêcher avant que le truc sombre littéralement. Un monstre marin, une espèce d'hydre, c'est une hydre à 6 têtes. Vraiment le truc qui sort de l'eau, épique. Et t'as Diana qui combat avec son bouclier et son épée, qui combat la bestiole. Et tu as Steve qui pendant ce temps-là essaye de maintenir le bateau à flot. Alors il écope avec son seau façon Sea of Thieves. Mais voilà, le but c'est entraide entre les deux personnages pour essayer de sauver le bateau. Cette créature marine, on l'apprendra plus tard, c'est Charybde, de Charybde et Scylla. C'est une sorte d'hydre à 6 têtes, comme j'expliquais. Diana, elle parvient à trancher avec son épée la tête principale de la créature, qui dans un cri de douleur retourne sous l'eau et les laisse tranquilles. Et au même moment, Diana semble entendre au loin le cri d'une femme, un cri de douleur pareil, de détresse d'une femme. Une fois qu'ils arrivent à Thémiskira, les dieux de l'Olympe apparaissent aux Amazones et à Diana. Steve, lui, ne peut pas les voir. Voilà. Il n'y a que les Amazones et Diana qui peuvent voir les dieux, qui leur apparaît en vision. Les dieux expliquent aux Amazones qu'Arès, dieu de la guerre, a disparu. Il donne pas signe de vie, il a fui le mont Olympe, et que quelque chose de grave se prépare sur Terre. Parce que généralement, quand Arès disparaît, c'est pas pour le bien des hommes. Bref, c'est une mise en garde. C'est pour ça que Diana a été convoquée sur Thémiskira. Quelque chose de très important. Alors Trevor, on va le voir découvrir Thémiskira, il va faire de la chasse, il va faire de la pêche, il va participer à des festivités, il va assister aux Jeux Olympiques de Thémiskira entre les Amazones. Séquence détente, voilà, où Trevor découvre le monde de Diana. Et puis il se fait forcément le porte-parole des hommes auprès des Amazones. Par contre, il y en a certaines d'entre elles qui sont méfiantes. C'est la première fois qu'elles voient un bonhomme, voilà. Lorsqu'ils quittent Thémiskira, j'ai lâché un postillon. Diana et Steve font escale dans un village côtier grec sur le continent. Et la nuit, alors qu'ils sont à l'hôtel, le village est attaqué par une horde d'animaux sauvages. Les hommes sont anéantis, dévorés par des loups, des jaguars, des aigles, des serpents, pendant que Diana tente de contrer l'attaque, épaulée par Steve, qui ne peut pas faire grand-chose et manque lui aussi de se faire dévorer, de justesse. Seules les femmes et les enfants du village sont épargnés, bizarrement. Diana tue plusieurs bêtes et les animaux vaincus finissent par se replier. L'un des aigles est pris en chasse par Diana, qui le conduit sur une petite île à quelques kilomètres du rivage. Elle comprend que quelque chose de terrible se trame sur cette île et elle se lance à la nage jusqu'à destination, laissant Steve Trevor derrière elle pour le protéger. Entre gros, tu viens pas avec moi, laisse ça pour les grandes filles. Cette île, c'est l'île d'Ea. Et une fois qu'elle arrive sur cette île, Diana elle est prise au piège par la sorcière Circé. À l'origine, Circé était une jeune femme. Alors là, j'ai un petit peu modifié l'histoire de Circé, les gars, donc m'en voulez pas, mais c'est un travail d'adaptation pour le cinéma. À l'origine, Circé était une jeune femme qui gouvernait avec son mari sur une petite province il y a plusieurs milliers d'années. Une petite province composée en très grande partie d'hommes. Il y avait des femmes aussi, mais en grande partie c'était des hommes. Un soir, alors qu'elle est violentée et brusquée par son mari, elle perd l'enfant qu'elle porte, et pour se venger, elle poignarde son conjoint, qui est donc le chef de la province. Elle est découverte par les fidèles du souverain,
qui, dans un excès de rage et de vengeance, la viole et la chasse du territoire. Désespérée et à l'article de la mort, elle prête allégeance à Hécate, ancienne déesse de la lune, de la mort et de la sorcellerie. Elle lui prête son corps. Elle lui donne son corps. Elle devient donc Circé, une sorcière, qui grâce à de puissantes mixtures, invocations, incantations, parvient à changer les êtres humains en animaux. Elle voue une haine sans précédent aux hommes. Quand je dis aux hommes, je parle du sexe. Je ne parle pas de l'être humain, je parle du sexe, les hommes. Vous et moi, chers messieurs. Et décide de se venger. Donc ça, c'est un petit tacle que je fais aux féministes enragés. C'est-à-dire que ce film Wonder Woman, c'est un film féministe qui va dénoncer les abus des hommes. On le voit avec le mec qui violente sa femme. Mais qui va dire d'un autre côté, c'est pas une raison pour devenir une féministe enragée et complètement écervelée. Voilà. C'est le message du film. Donc il faut faire la part des choses en fait. Diana comprend que Circé observe les Amazones depuis toujours et qu'il cherche à trouver le moyen de les utiliser contre les hommes. Donc en fait Circé, quand elle faisait s'échouer, parce que c'est elle le chant des sirènes qui fait s'échouer les navires des marins, c'est elle. Et quand elle fait ça, Circé, elle essaye de faire accuser les Amazones. Parce que son but à Circé, elle sait que les Amazones, ce sont des femmes qui sont puissantes et qui pourraient détruire des villes et des pays entiers à elles seules. Elle le sait, Circé. Donc en fait, elle essaye de fomenter un petit peu une guerre entre les humains, / les hommes, et les Amazones. Donc elle essaie de faire passer toutes ces mauvaises actions auprès des hommes pour le fait des Amazones. Ce qui n'est pas le cas, bien évidemment. Dans cette croisade incroyable, Circé, elle a invoqué l'aide d'Arès, le dieu de la guerre. Elle s'est dit peut-être qu'Arès pourrait m'aider, je cherche à créer une guerre entre les Amazones et les humains, Arès m'aidera. Sauf que Arès, non, parce qu'Arès c'est un dieu, et Arès, tant que si c'est pas son idée, le mec est clairement le mec est clairement orgueilleux. Et si c'est pas son idée, ça l'intéresse pas, tu vois. Et donc Arès, il lui dit non, on va te faire enculer, c'est mort, quoi. Je t'aiderai pas dans ta tâche, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est mort. Donc il ne souhaite pas la suivre. Donc du coup, Circé, elle se retrouve avec pas de réels moyens de créer cette guerre, donc elle fait ce qu'elle peut. Diana comprend qu'en tant qu'ambassadrice de paix de Themyscira auprès des hommes, elle est un obstacle à cette guerre ardemment désirée par Circé. Et voilà pourquoi Circé a tenté de la tuer. Et là, flashback, bam, Wonder Woman 1. Circé, elle a fait parvenir de la drogue. Circé a fait parvenir sa mixture qui lui permet de transformer les gens en animaux. Elle a fait parvenir aux États-Unis, puisqu'elle a vu que c'est là-bas que Diana se rendait. Donc elle s'est dit, il faut que j'élimine Diana, parce qu'elle va tenter de rallier le monde des hommes aux Amazones. Il faut que j'élimine Diana. Et quand Diana va aux États-Unis, Circé, elle l'observe, et elle envoie aux États-Unis, là où va arriver Diana, elle envoie sa mixture qui permet de changer donc les hommes en animaux. Alors on peut s'imaginer qu'elle le fait faire par l'intermédiaire d'un aigle ou d'un animal qui vole ou peu importe, d'oiseaux ou on ne sait pas, mais... Et le but c'est de remplacer la drogue habituelle d'une certaine Barbara Ann Minerva, qui est une conservatrice de musée qui a pour tendance de se droguer en fait, elle prend de la drogue. Et là on va remplacer sa drogue par des comprimés qui y ressemblent, pour créer le doute, enfin pour semer la confusion, pardon. Et en fait, ça sera de la drogue qui sera composée de l'élixir en question de cette sorcière Circé. D'où la transformation de Barbara Ann Minerva en femme guépard. Voilà. Donc le lien est fait avec le premier film et on comprend pourquoi la drogue prise par Barbara Ann Minerva l'a transformée en animal. Voilà. Donc là, Diana elle se rend compte de tout ça dans ce film. Et puis on se rendra compte également que c'est la sorcière Circé qui a invoqué la créature Charybde, le monstre marin, afin d'anéantir Wonder Woman. Combat entre Diana et Circé, Diana gagne, bien évidemment. Et à la fin du film, voilà, tout va bien. Et retour de Steve, Trevor et de Diana à Boston. Voilà, fin du film.
Donc là, l'inspiration, c'est clairement Georges Pérez, Wonder Woman, Dieu est mortel, que je vous invite clairement à lire parce que cette histoire avec Circe, c'est une des meilleures de tout le règne. Oh, c'était fantastique. Cette histoire avec cette sorcière qui change les animaux en hommes. Voilà, je me suis inspiré de ça, clairement. Sauf que moi, j'ai dû réadapter pour les besoins du monde partagé que j'essaye de créer. Le quatrième film, ce sera pas un numéro 2 pour le coup, ce sera Aquaman, premier film solo. Arthur, après avoir aidé à la reconstruction des villes américaines, donc là je me répète à chaque fois en début de film, mais voilà, il faut bien comprendre que cette Justice League, il faut bien comprendre qu'il y a des répercussions, qu'il y a des choses qui se passent dans cet univers qui ont des conséquences. Hein, voilà, donc il retourne en Atlantide pour faire le médiateur. En effet, Orm a été arrêté par la Justice League, dans Justice League Trinity, sauf que les humains le veulent en prison chez eux. C'est-à-dire qu'il a commis des attentats contre des villes américaines, contre des villes humaines, donc il est normal qu'il purge une peine de prison chez les humains, et non pas en Atlantide. Donc Orm doit être emprisonné aux USA, c'est une demande de l'État, et l'Atlantide se retrouve donc sans souverain, le trône est vacant. Et le trône, il revient de droit à Arthur, qui est le fils légitime d'Atlana, la mère, la reine décédée. Le problème, c'est que Arthur, il désire pas prendre la succession, en fait, il s'en sent pas capable, il veut pas devenir roi. Et on remarque également que Serra, le principal conseiller d'Orm durant les événements de Justice League Trinity, parce que Orm, quand il était sur le trône et qui fomentait son attaque sur les villes américaines, il avait un conseiller avec lui, un certain Serra. Voilà. Et on se rend compte que ce conseiller, il a disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Bref. Un Atlante de la 9e tribe. Donc la 9e tribe, qu'est-ce que c'est? C'est les quartiers pauvres d'Atlantide, c'est les bas-fonds d'Atlantide, c'est des quartiers populaires en fait, qu'on peut visiter entre guillemets dans Aquaman Rebirth. L'excellent Aquaman Rebirth de Dan Abnett que je vous invite à lire, parce qu'à partir du tome 3, c'est une gifle. Il y a un Atlante de la 9e tribe qui profite du trône vacant pour le prendre de force. Aidé par une grande partie de la population qu'il a réussi à manipuler et à séduire grâce à ses discours ultranationalistes et anti-humains. C'est-à-dire que donc son nom, c'est Corum Ra's. Voilà. Corum Ra's qui est dans Aquaman Rebirth. Il fait mettre au fer Arthur Curry et ses fidèles parce que eux tentent de conclure l'alliance avec les humains. Donc il est hors de question qu'on s'allie avec les humains. Et là, à ce moment-là, Serra, le conseiller d'Orm, il refait son apparition. On se rend compte que il était avec Corum Ra's depuis le début, dans les bas-fonds de la 9e tribe, et qu'il a aidé à fomenter cette pseudo-révolution. Mera, non c'est pas Serra, c'est Mera pour le coup. Mera, ambassadrice de Xebel en Atlantide, elle est en désaccord avec la politique du nouveau souverain Corum Ra's, et du coup elle devient hors la loi, elle fuit, et elle use de ses pouvoirs pour libérer Arthur Curry et Vulko, qui sont retenus prisonniers dans les cachots de la 9e tribe. Vulko, c'est le conseiller d'Arthur. Tous les trois deviennent donc des fugitifs, et ils vont tenter coûte que coûte de rallier le peuple atlante à leur cause, afin de renverser ce souverain illégitime qu'est Corum Ra's, avant que celui-ci ne déclare une nouvelle guerre fratricide à l'humanité. Arthur remonte à la surface, pour demander de l'aide à ses amis de la Justice League. Mais Superman a disparu. Et oui, Superman, il est retenu prisonnier à Star Labs pendant ce temps-là. Et Batman est en train de rechercher Superman. Donc Batman, il peut pas venir aider Arthur. Et Wonder Woman, elle est en Grèce. Voilà. Elle est probablement en train de se battre contre la créature marine avec Steve sur le bateau. Donc forcément, c'est compliqué. Donc il est seul, Arthur. Il est seul avec Vulko et Mera. Important de créer des raisons d'inactivité aux autres personnages dans un univers partagé. Parce que là, clairement, si Superman était pas retenu prisonnier, il pourrait venir aider Arthur et le problème serait réglé en 2-2, quoi. Donc il faut toujours créer des raisons aux autres super-héros de ne pas pouvoir se bouger le cul. Donc là, on a une partie de cache-cache géante dans Atlantide, avec les trois fugitifs, qui vont essayer de conquérir des âmes, entre guillemets. Ils vont essayer de rallier des gens à leur cause, en leur expliquant ce qui se passe. Là, je veux à peu près le même scénario que le tome 3 de Aquaman Rebirth, clairement. Ça, j'ai envie de voir Atlantide sous toutes les coutures, ce film permettrait de le faire. Ça serait un peu un film dans le même esprit que Minority Report, vous savez, vraiment une partie de cache-cache, quoi. Vraiment,
C'est ça que je veux, une course-poursuite, un thriller, quoi, presque un thriller sous-marin. Ça serait cool. Ça serait ultra, ultra cool. Il y a un petit jeune qui vient se joindre au groupe. Il s'appelle Garth. Voilà. Donc ça, c'est un clin d'œil à Aqualad. Et puis, il va les aider dans leur quête. Corumras est tué par son conseiller Serra. C'est-à-dire que Serra, le conseiller, tue le roi Corumras. Et lorsqu'Arthur et Mera ont réussi à rallier suffisamment de monde pour renverser le pouvoir illégitime de Corumras, ils se rendent au palais royal et ils se rendent compte que Corumras, il est mort, tué par son conseiller. Et en fait, son conseiller Serra, en réalité, c'est Arès. Voilà. Et donc, quand les dieux, dans Wonder Woman 2, quand les dieux ont convoqué Diana pour lui dire qu'en très gros, Arès était introuvable et qu'il était probablement en train de fomenter un coup foireux sur Terre, et ben Diana, elle était à des années-lumière de penser que ça serait en Atlantide. Parce qu'Arès, en fait, il se dit que une guerre entre les Atlantes et les humains, c'est facile à faire. Il suffit juste d'inspirer les bonnes personnes. Parce que Arès, il peut pas agir directement dans un conflit. Comme dans le film Wonder Woman de Patty Jenkins. C'est plutôt un conseiller, quelqu'un qui souffle des idées, quelqu'un qui inspire les gens, quelqu'un qui influence énormément les gens. C'est cet Arès-là. Et donc là, on se rend compte que non seulement il était conseiller d'Orm, et donc forcément c'est lui qui lui a influencé pour que Orm déclare la guerre à l'humanité. Et là, on se rend compte dans ce film Aquaman que il est également conseiller de Corumras. Voilà. Serra dévoile son identité, il s'agit d'Arès. Donc là, on est dans le palais royal. Vulko, Mera et Arthur se retrouvent face aux dieux de la guerre. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire, les petits gars? Pas grand-chose. C'est à ce moment-là qu'intervient le Deus Ex Machina. Parce qu'il en faut bien. Wonder Woman. Bam! Elle arrive. On est dans le palais royal. Il n'y a pas besoin de. Je veux dire, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans les couloirs du palais royal. Donc Wonder Woman, elle a juste. On imagine qu'elle peut nager extrêmement vite, tu vois. Et puis respirer sous l'eau quelque part. Elle peut avoir une elle peut prendre une grande inspiration, une grande bouffée d'air et atteindre l'Atlantide sans avoir à respirer. Tu vois, on lui demandera pas de rester, je sais pas, 6 heures sous l'eau sans respirer. Elle n'en est pas capable. C'est pas une Atlante, Wonder Woman. Mais on peut très bien imaginer qu'en remplissant ses poumons d'air, voilà, en apnée, quoi, elle peut rejoindre l'Atlantide parce qu'elle se rend compte qu'Ares, c'est là-bas qu'il est. Parce que j'ai oublié de vous dire un truc, dans le film Wonder Woman, les dieux, ils la mettent sur la piste, sans lui dire tout à fait ce qui se passe. Voilà, j'avais oublié de vous le dire. Dans le film Wonder Woman, quand les dieux apparaissent aux Amazones, en leur expliquant qu'Ares, il est introuvable en Olympe, j'avais pas tout lu. Arès a fui l'Olympe, quelque chose de grave se prépare dans les flots du monde des hommes. Voilà. Donc c'est qu'après Diana, elle fait marcher sa cervelle, elle se dit, Arès, il est peut-être pas sur Terre, il est peut-être... Et forcément, qu'est-ce qu'on a? Quelle est la première chose à laquelle on pense quand on pense à l'océan? On pense à Atlantide dans ce monde. Donc Wonder Woman arrive dans le palais royal d'Atlantide et elle se rend compte qu'Arès est là. Voilà. Et qu'il a tenté de foutre la merde une fois de plus. Donc on a un team-up, Aquaman, Wonder Woman, Mera, équipe qui se forme dans l'urgence pour défaire Arès, qui une fois vaincu, voilà on imagine un combat de ouf, une fois vaincu, disparaît en ricanant. Vous voyez, c'est Arès, je veux dire, tu peux pas vraiment faire grand chose, c'est un dieu, tu peux pas le tuer. Donc Arès disparaît en ricanant. Fin du film. Donc là c'est tout l'intérêt de l'univers partagé à piquer des ennemis d'autres personnages pour les... C'est un jeu en fait quelque part. C'est pas parce que c'est Aquaman qu'Aquaman doit se battre uniquement contre des ennemis d'Aquaman. On est dans un univers partagé. Donc les méchants peuvent passer d'un film à l'autre, tu vois, en fonction. C'est Arès. Arès, il comprend qu'il y a un potentiel guerrier entre. Il y a moyen de foutre la merde entre les Atlantes et les hommes, tu vois. Et en plus, c'est nouveau pour lui, Arès. Parce qu'Arès, on imagine qu'il a influencé la Seconde Guerre mondiale. On imagine qu'il a déjà influencé toutes les guerres des hommes. Donc là, c'est un nouveau kiff pour lui. Arès, c'est un dieu. Il s'amuse, il joue. Il fait que ça, de jouer. Il joue à foutre le bordel, ce mec. Donc là, Arès, il se dit, bah tiens, j'ai envie d'une guerre entre les Atlantes et les humains. Voilà. J'ai envie, il y a moyen, c'est pas difficile à obtenir en plus, donc on va essayer. Voilà. Là, on passe sur un gros morceau. 5e film.
de cette phase 2, pardon. Cinquième film. Film Green Lantern. Enfin. Abin Sur est envoyé dans le secteur 2814 sur Terre par les gardiens pour recruter de nouveaux Green Lantern. La flotte galactique de Darkseid est en marche. Darkseid qu'on a vu exploser Krypton au tout début de la phase 1. Et qui continue son avancée sur l'univers. Et qui détruit planète après planète. Darkseid détruit tous les mondes sur son passage. Le corps des Green Lantern a besoin de se renforcer. Il faut recruter. La mission d'Abin Sur, trouver un terrien grâce à l'anneau de pouvoir capable de rejoindre les rangs du corps des Green Lantern. Et donc Hal Jordan est choisi. Hal Jordan, c'est un pilote d'essai pour la compagnie Ferries Aircraft. Voilà, l'origin story est respectée. Sauf qu'Abin Sur ne meurt pas dans cette origin story. Vous allez voir, c'est un peu plus compliqué que ça. Abin Sur emmène donc Hal, nouvelle recrue, sur OA, où il le prend, sous son aile, et où il l'aide à se former en compagnie de Sinestro, un lanterne qui tente de se racheter auprès des gardiens. On sait que Sinestro, il a un passé un peu sombre dans sa carrière de Green Lantern. On n'en sait pas plus, on sait juste que c'est un personnage qui est un peu sombre et qu'il essaye de se racheter. Parce qu'apparemment, il a commis un truc et voilà. On n'en sait pas plus. Les gardiens expliquent à Hal Jordan la menace que représente Darkseid. Et donc, Jordan prend conscience que la Terre est en danger. Donc là, on a une grosse séance d'entraînement. Entraînement à la dure. Donc tu as Hal Jordan qui apprend à utiliser son anneau, qui apprend à se battre, enfin voilà. Avec Kilowog. Alors Kilowog, c'est une autre recrue qui vient d'arriver qui est un débutant aussi. Donc là, on a les deux qui sont formés en même temps et qui peuvent devenir du coup de très bons amis. Ils sont à la même école pour le coup. Pour sa toute première mission en tant que Green Lantern officiel, Hal est accompagné de Sinestro, considéré comme le deuxième lanterne le plus puissant du corps après Abin Sur. C'est Abin Sur actuellement le plus puissant. Donc Hal Jordan et Sinestro partent en duo, partent en tandem, faire leur boulot de Green Lantern, des policiers intergalactiques. C'est des petits boulots, hein, c'est pas des choses qui vont chercher bien loin pour le début. On est sur les débuts d'Hal Jordan, donc on va pas emmener Hal Jordan affronter une menace ultime pour ses débuts, on est d'accord. Donc là, on est que sur des petits trucs. Pendant ce temps-là, Sinestro, il explique plein de choses à Hal Jordan sur l'univers des lanternes, il explique les bails de l'univers des lanternes. Parallax. Alors il explique que Parallax, l'entité jaune de la peur, a été capturée par les gardiens et qu'elle est retenue prisonnière dans le noyau central de la batterie centrale de OA. Parallax, voilà, il est dans cette histoire Green Lantern, Parallax, il est sous contrôle. Il explique la lanterne, voilà. Sinestro, il fait son boulot, il explique à Hal Jordan un peu tout ce qu'il y a à savoir dans les grandes lignes des Green Lantern. Et puis ça permet également aux spectateurs, parce que Green Lantern, c'est un personnage qui n'est pas connu du grand public. Enfin, c'est un univers carrément qui n'est pas connu du grand public. Et donc là, ça permet aux spectateurs d'en savoir plus. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le monde des Green Lantern, donc c'est pas évident à traiter. Hal se rend compte que Sinestro n'est pas vraiment consciencieux dans son travail. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui laissent à désirer, il ne fait pas son travail à fond, il n'est pas impliqué. Il est également facilement corruptible. Et il est très très critique vis-à-vis du corps. Il n'arrête pas de remettre en question la façon de faire des gardiens, la conception du corps des Green Lantern. Voilà, il est toujours critique, Sinestro. Il a toujours un truc à redire, tu vois. Donc Hal, il s'en méfie un petit peu quand même. On va dire que c'est pas le meilleur formateur qu'il aurait pu avoir. Hal et Sinestro se rendent sur Thanagar, où un dénommé Bolfunga fait des siennes. Alors Bolfunga, ou Belfunga, je sais plus. Je crois que c'est Belfunga. Belfunga, c'est un personnage qui... Je l'ai vu là-dedans. Voilà. C'est une espèce de monstre, une espèce de mec qui se prend pour un guerrier, en fait. Il recherche... Il va de planète en planète pour retrouver un guerrier à sa taille, en fait, pour affronter et tuer un guerrier à sa taille. C'est le but de Belfunga, en fait, il est comme ça. Et donc là, il arrive sur Thanagar et il fout le bordel pour trouver quelqu'un qui puisse l'arrêter. C'est son kiff à Belfunga. Avec l'aide de Qatar Hall, policier local, donc Sinestro, Hal, aidé par Hawkman, mettent hors d'état de nuire ce fameux Belfunga
et puis ils repartent. Petit boulot. Séquence rapide, Belfunga c'est un guignol, hein, donc pas besoin de s'attarder 3 heures là-dessus. Les 5 inversions font leur apparition. Donc là pareil, je retravaille un petit peu l'origine story des 5 inversions pour les besoins de cet univers partagé. Donc il y a des choses qui ne sont pas tout à fait fidèles au bouquin, enfin aux comics de base, aux histoires de base, mais il faut bien... Voilà, c'est une adaptation. C'est quoi? C'est les 5 survivants de la planète Ryut, une planète renégate détruite par Sinestro, lorsque celui-ci découvrit que ses habitants tentaient de créer des anneaux rouges pour rivaliser avec ceux des lanternes. Sinestro, il travaillait pour les Green Lanterns, il est arrivé sur Ryut et il s'est aperçu que les habitants de cette planète essayaient de fabriquer des anneaux de puissance, des rouges pour le coup. Et donc, il s'est rendu compte que ça avait un... Comment dire? C'était potentiellement très dangereux pour le corps des Green Lanterns, donc il a carrément rasé le truc, Sinestro, avec l'aide de d'autres Green Lanterns, hein, bien évidemment, mais vu qu'il était le chef de l'escouade, c'est lui qui a donné l'ordre, et ils ont rasé la planète, ils ont anéanti tout le monde. C'est donc ça que Sinestro ressasse. Le problème, c'est que c'est venu aux oreilles des gardiens, parce que les gardiens, ils savent tout ce qui se passe dans le monde, hein, enfin dans l'univers. Et donc du coup, Sinestro, il a purgé une peine de prison très lourde sur OA. Mais étant donné que Sinestro, c'est un excellent Green Lantern, les gardiens, ils n'ont pas voulu non plus s'en débarrasser définitivement. Ils l'ont gardé sous leur aile. Puis je pense aussi que Gantet, le chef des gardiens, il s'est dit, Sinestro, c'est un gars, si on l'encadre pas, il peut vite partir en couille. Tu vois. Donc je pense qu'en fait, voilà, ils lui ont infligé une peine de prison pour le punir du massacre qu'ils n'ont jamais demandé de cette planète, Ryut. Et ils l'ont puni, mais ils l'ont quand même gardé dans leur rang parce que ils en ont un peu peur, quelque part. Et donc, il y a eu 5 survivants de ce massacre. Ce sont donc les 5 inversions menées par Atrocitus, qui est leur chef. Et ils ont pour objectif ultime de détruire le corps des Green Lanterns, parce que c'est officiellement le corps des Green Lanterns qui est venu détruire la planète. Donc eux, ils veulent se venger et détruire les Green Lanterns. Mais avant toute chose, parce qu'ils savent très bien que ça va être très compliqué de détruire le corps des Green Lanterns à eux 5, avant toute chose, ce qu'ils veulent, c'est la peau de Sinestro. Et durant toutes ces années, après la destruction de leur planète originelle, ils sont parvenus, avec le sang des victimes de leurs confrères, de leurs consoeurs, de leurs femmes, avec le sang des victimes de la planète, les 5 inversions, ils ont parvenu à se forger des anneaux rouges, les anneaux alimentés par la haine. Et ils se sont forgés la lanterne qui va avec, forcément. T'as beau avoir un iPhone 10, si t'as pas la batterie avec, t'es mort. Gros combat. Gros combat entre Hal Jordan, Sinestro, Abin Sur, le trio. Abin Sur les a rejoints pour les aider. Contre les 5 inversions. Donc on est en 5 versus 3 là. Et donc le combat semble vraiment incertain pour les 3 lanternes. Et Sinestro, il a un éclair de génie. Il se dit, finissons le combat sur une planète que je connais très bien. Et Sinestro emmène le combat sur Mogo. Et il s'avère que Mogo, c'est une planète Green Lantern. C'est-à-dire que c'est une planète, un écosystème entier, vivant, qui est soumis au corps des Green Lantern, qui est un Green Lantern à part entière. Donc imaginez le pouvoir que peut dégager Mogo. Et donc du coup, quand dans les 5 inversions, ils arrivent sur Mogo, ils se font éclater la gueule. Ils se font éclater la gueule, littéralement. Tout l'écosystème se met en branle, enfin voilà. Et voilà comment Atrocitus et ses 4 sbires sont éliminés. À la fin du film, Abin Sur surprend Sinestro qui se forge un anneau sous l'influence de Parallax. Je vous rappelle que Parallax, il est retenu prisonnier dans la batterie centrale sur OA. Parallax, l'entité jaune de la peur. Et Sinestro, on se rend compte qu'il est en train de se forger un anneau. Il est clairement sous l'influence de Parallax et il se forme cet anneau jaune. Sinestro, qui est pris sur le fait, il tue Abin Sur. Et d'ailleurs, on peut s'imaginer qu'il se fait une épée ou je sais pas quoi avec son anneau et qu'il le plante dans le dos comme ça et qu'il lui chuchote à l'oreille pendant qu'Abin Sur est en train de rendre son dernier souffle. Il lui chuchote à l'oreille. Désormais, c'est plus toi le premier, mon petit. Green Lantern, c'est clairement un univers que je ne maîtrise pas du tout. J'ai d'ailleurs acheté les 2 premiers tomes de la collection Geoff Johns présente Green Lantern.
afin de me familiariser un peu plus avec cet univers qui est assez complexe. Donc je me suis inspiré un petit peu en partie de ça, qui est un excellent animé que je vous invite à regarder. Je me suis inspiré du peu de choses que j'ai lu sur Green Lantern. Donc là, j'imagine que c'est clairement le genre de film qui est améliorable de partout, hein. À mon avis, il y a pas mal de petites incohérences dans le scénario. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si vous maîtrisez l'univers des Green Lantern, ce qui pourrait être améliorable, sans non plus complètement changer l'intrigue, hein, sinon ça sert à rien ce que j'ai fait. Mais voilà. Dernier film de cette phase 2, et bien évidemment, on termine sur un film groupé. Enfin, un film de groupe, qui s'appelle Justice League Humanity. Le premier s'appelait Justice League Trinity, en référence à la Trinité de départ. Et là, ça s'appellera Justice League Humanity. Alors, on commence le film avec un rapide topo de la situation des personnages principaux de la Justice League actuelle. À ce moment-là de l'aventure, Superman n'est toujours pas officiellement le bienvenu en Amérique. Bien que le peuple le porte dans son cœur, le gouvernement se montre toujours méfiant. C'est même pire que ça. C'est-à-dire que le gouvernement n'en veut pas. Mais l'opinion publique est telle que le gouvernement ne peut pas faire grand-chose à l'encontre du super-héros. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Donc donc Superman est clairement un héros populaire, remis en doute par l'État. Wonder Woman, elle, de son côté, elle est adulée, et on peut rien lui dire à elle. Et elle soutient Superman. Donc, le peuple soutient les deux héros. Batman, lui, de son côté, il est juste connu comme étant le combattant du crime à Gotham, mais les gens n'en savent guère plus. C'est Batman. On sait pas trop. Aquaman représente toujours aux yeux de certains une menace, étant donné que c'est un Atlante, et que les Atlantes ont tenté de foutre un sacré bordel. Enfin, c'est même pas qu'ils ont tenté de foutre un sacré bordel, les Atlantes. Ils ont tué des millions de personnes avec leur attaque dans Justice League Trinity. Donc du coup, forcément, Aquaman n'est pas forcément bien vu par tous les humains. Et à ce stade, Green Lantern, donc le premier Green Lantern qui est Hal Jordan, qui a été introduit dans le film précédent, il n'existe toujours pas aux yeux du monde. Parce que ça se passe dans l'espace. Donc voilà le résumé de la situation des personnages. Grâce à une incroyable levée de fonds venant des peuples du monde entier, c'est-à-dire que les peuples du monde entier ont fait une cagnotte, le Hall of Justice voit le jour. Et le Hall of Justice, c'est, on va dire, dans cette saga, c'est le premier quartier général de la Justice League officielle. Officielle ou non, parce que, étant donné que Superman n'est pas toléré par le gouvernement américain, le Hall of Justice n'est pas forcément toléré non plus. Donc c'est l'argent du monde entier qui permet la construction de ce Hall of Justice. C'est un témoignage de la part du peuple du monde, de l'amour qu'il porte à ses héros. Lana Lang quitte Clark. Elle ne supporte plus de vivre avec la peur au ventre, de le perdre au quotidien. Elle ne supporte plus la vie à Metropolis. Elle est seule et elle décide donc de retourner au Kansas. C'est une fille de la campagne. Clark la regarde partir et pour une fois dans sa vie, il est impuissant. Il peut rien faire. Il est au fond de lui, il est conscient, Clark, qu'il ne pourra jamais être disponible à 100% pour une relation amoureuse, donc il se fait une raison. Et il se dit, c'est mieux pour elle, elle pourra refaire sa vie avec quelqu'un qui pourra lui accorder de l'attention, ce que moi je ne peux pas faire à cause de mon travail de Superman. Donc c'est un sacrifice. Et une déchirure quelque part, parce qu'il l'aimait, Lana. Petit à petit, il se rapproche de Lois Lane, mais c'est juste une collègue de travail. Il se rapproche surtout de Jimmy Olsen, qui devient un véritable ami. Et puis de temps en temps, il retourne rendre visite à Martha, à Smallville. Parce que sa mère, il ne l'oublie pas. Arthur fait ses premiers pas en tant que souverain légitime d'Atlantide. Poste qu'il a fini par accepter après les événements du film Aquaman, afin que le trône ne soit plus vacant et accessible au premier connard venu. Là, il dit maintenant, c'est fini les conneries, c'est moi qui prends les décisions. Et donc, il devient le chef, il devient le roi.
Et puis il se rapproche de la jolie ambassadrice de Xebel, Kemera. Il se rapproche même beaucoup en fait. Bruce Wayne, de son côté, il continue à entraîner Dick Grayson et il lui offre son premier costume de Robin. Moment épique. Enfin, un vrai Robin au cinéma, les petits gars. Même si j'aime pas le personnage de Robin, c'est quand même mythique. Le film Justice League Humanity se veut calme et sans ennemis. Et oui, c'est osé, je l'ai marqué entre parenthèses, c'est osé. C'est-à-dire que le film Justice League Humanity est le premier film de super-héros dans lequel il n'y a pas de méchant. C'est voulu. Pourquoi ? Parce qu'une fois j'ai lu Justice League Icons d'Alex Ross et Paul Dini, qui est une œuvre qui nous présente le travail des super-héros de la Justice League au quotidien, ce qu'ils sont capables de faire à travers le monde grâce à leur pouvoir. Et hormis Batman qui combat le crime dans les rues de Gotham, hormis ça, il n'y a pas d'ennemis dans ce bouquin. Il n'y a pas d'ennemis. Wonder Woman, elle va dans les pays du monde, elle participe à l'émancipation de la femme. Superman, il essaye de... Les seuls ennemis qu'il y a, c'est des gouvernements, c'est des armées, mais je veux dire, il n'y a pas de super vilain en fait, il n'y a pas de vraie menace. Et Justice League Humanity, ça sera le premier film de super-héros dans lequel il n'y aura pas de super vilain. Et c'est vraiment osé pour le coup. Mais c'est voulu. Parce que je pense qu'il y a autre chose à raconter avec le mythe des super-héros d'ici, qui sont des dieux. Il y a autre chose à raconter avec eux. Et je pense qu'on peut faire quelque chose qui ne tourne pas autour d'un méchant. On y voit tranquillement l'évolution des personnages, sans pression, sans menace. On les voit agir à travers le monde pour le bien de tous. Donc plusieurs scènes qui se succèdent, des scènes épiques. Arthur qui met fin aux agissements d'un baleinier meurtrier dans l'Atlantique Nord. Batman et Robin qui effectuent leur première ronde en duo et qui empêchent des petits crimes de rue. Superman qui éteint un incendie de forêt particulièrement violent en Australie. Et on voit qu'il aide les gens malgré la détresse personnelle qu'il a depuis le départ de Lana, qui crée un manque dans sa vie forcément. Mais il aide quand même les gens. Il le fait bien. Et Wonder Woman qui met fin à une prise d'otage terroriste en France. Voilà pour ce qui est des menaces. Pas vraiment des menaces. Quand tu t'appelles Wonder Woman, des terroristes de bas étage, c'est de la rigolade. Ce film nous place dans le quotidien des 4 premiers héros de la Justice League, de cette Justice League. Pour l'instant, il n'y en a que 4. Patience, les autres arrivent, les petits gars. Green Lantern est introduit, mais il ne fait pas encore officiellement partie de la Justice League puisqu'il n'est même pas connu du monde. Flash arrive. Flash a toujours un peu de retard, c'est normal, c'est voulu. Voilà, donc là pour l'instant on a une Justice League qui est à ses débuts. Ils sont que 4, mais c'est presque les 4 principaux, parce que c'est les 4 dieux en fait. Batman n'est pas un dieu, mais c'est tout commun. On comprend leur façon de voir le monde, leur perception qu'ils ont de ce monde. On voit leur quotidien auprès de leurs proches. C'est un film qui est positif. C'est un film qui est beau, c'est un film qui a une putain de belle photographie, des plans iconiques, genre Aquaman qui sauve des baleines, enfin des trucs, mais des trucs qui en imposent visuellement, tu vois. Faut que ce film soit beau dans sa photographie, dans sa réalisation, faut des plans iconiques, faut une musique de ouf. Des beaux textes également, des monologues intérieurs. Des textes bien écrits, presque poétiques pour certains d'entre eux. Pour une fois donc un film positif, pas de menaces extraterrestres ou de danger imminent pour la planète, juste un regard sur les problèmes récurrents du monde avec une touche positive. Tout finira bien, puisque la Justice League est là. Voilà. Parce que c'est ça pour moi les super-héros, c'est... Ton monde c'est de la merde, mais eux ils sont là pour que les choses aillent mieux. Ah, ça serait osé de faire un film comme ça, parce qu'il y a plein de gens qui se diraient je viens de voir un film Justice League où les mecs se battent pas contre des méchants. What the fuck. Parce qu'il y a autre chose à dire, faut le prouver.
Et puis je pense que dans une saga comme ça qui comporte plusieurs films, il y en aura d'autres des films Justice League où tu les verras affronter des extraterrestres et tout. T'inquiète pas, il y a une phase 3, une phase 4 qui est prévue hein, dans cet univers-là. Donc t'as le temps pour les grosses menaces, t'as le temps pour botter le cul à Darkseid, etc. Ça arrive, ça viendra. Mais je pense que faire une petite pause comme ça peut être sympa. Surtout après avoir fait un film Green Lantern, parce qu'il y a beaucoup de choses à digérer hein, sur Green Lantern. Donc ça permet de faire redescendre un peu la pression et de faire un film beau, voilà, tout simplement beau. Et à la fin du film, petit coup de pression quand même, le gouvernement tente de fomenter une émeute populaire contre les locaux de la Justice League, donc le fameux Hall of Justice qui vient d'être construit, afin de discréditer les super-héros. En fait, le gouvernement, il utilise une partie de la population, voilà, qui paye, ou on ne sait pas comment. C'est de la manipulation politique, hein, afin d'aller casser les vitres, balancer des cocktails Molotov, enfin voilà, une émeute contre le Hall of Justice. Pour faire style, il y a des gens qui n'en veulent pas. Voilà, et les gens ne veulent pas des super-héros. Sauf que c'est faux, parce que la majeure partie du monde, elle en veut des super-héros. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment où les 4 héros sortent du Hall of Justice, qui se fait attaquer de partout, pour tenter de calmer la foule, t'as une autre partie de la foule qui est beaucoup plus importante qui vient, qui se met entre les super-héros et les émeutiers, et qui leur dit, vous les touchez pas. Ce sont les héros du peuple, pas touche. Pour montrer qu'en fait, les gens, ils les portent dans leur cœur, ces héros. Voilà, pour ce film. Qui se termine comme cela. Ça se termine sur une note extrêmement positive. Et donc on se retrouve avec une Justice League qui n'est formée que de 4 membres, mais qui sont enfin les bienvenus. Et qui clairement le peuple vient de témoigner son amour pour ces héros. Donc les choses ne peuvent que bien se passer pour la suite. Voilà, donc une phase 2 relativement longue par rapport à la phase 1. Ce montage va être catastrophique. Putain, il va falloir que j'aille chercher des photos sur Google, ça va être la croix et la bannière. Voilà, je ne suis pas scénariste, donc il y a peut-être des choses qui vous paraissent what the fuck, il y a peut-être des choses qui sont clairement incohérentes, comme je le rappelle, c'est pas mon travail. C'est juste, là ce que je fais, c'est juste de l'amateurisme. Voilà, c'est un petit travail entre guillemets de passionné, mais c'est pas mon boulot, je ne suis pas payé pour ça, je ne suis pas qualifié pour ça, je ne suis pas scénariste de film. J'aimerais l'être, mais voilà, c'est un métier à part entière. Donc forcément, ça vaut rien par rapport à des scénarios que pourraient te pondre des gens comme David S. Goyer ou Geoff Jones. Tu vois, je veux dire, on est à des années-lumière en dessous en termes de qualité. Mais voilà, je vous rappelle, c'est juste histoire de mettre sur papier des idées pour fabriquer un univers partagé d'ici qui est cohérent, qui est crédible et qui nous présente des choses qu'on a envie de voir. Parce que je pense pas me tromper sur les films que j'écris là. On a des films solo qui traitent indépendamment des personnages, on a des films de groupe. Les films solo prennent quand même bien en considération l'univers des comics, c'est-à-dire que là, tu as quand même Circé. Qui s'attend à voir Circé là dans un film, alors que Circé c'est quand même un personnage c'est quand même un ennemi qui est quand même pas des moindres dans l'univers Wonder Woman, hein. Et donc je veux dire, là t'as Circé dans un film, c'est la grande méchante du film, donc ça peut être cool, combat marin et tout avec Diana qui se bat contre une hydre marine, tu vois, t'as des trucs de ouf qui se passent à l'écran. Voilà, je pense quand même essayer de respecter au maximum les comics et de créer des scènes que les gens ont envie de voir, c'est quand même le but du truc. Bref, merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Participez dans les commentaires, c'est là pour ça. Et puis on se dit à très bientôt pour la phase 3. Il y aura probablement 4 phases, je pense. Voilà. Et le meilleur reste à venir, croyez-moi, parce que j'ai plein d'idées pour la suite. Et ça va cartonner. Ciao les amis.